en droit international, c'est un système qui repose sur la bonne foi et la bonne volonté des États. Et à défaut de le faire dans des cas les plus extrêmes, et je crois qu'on est réellement dans un cas extrême ici, c'est-à-dire que l'attitude d'Israël constitue pour moi une situation qui menace clairement la paix et la sécurité internationale. Et dans des cas extrêmes comme ceux-là, le Conseil de sécurité peut intervenir militairement. Alain Guy Tachou-Sipao, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et on vous reçoit aujourd'hui alors que tous les yeux sont tournés vers Rafah dans la bande de Gaza. Dans les derniers jours, Israël a multiplié les frappes envers la ville palestinienne, notamment sur les camps de déplacés, faisant des dizaines de morts et des centaines de blessés. Partout dans le monde, on condamne les gestes du gouvernement Netanyahou. On se doit de rappeler que la guerre a été déclenchée après une attaque du Hamas en sol israélien le 7 octobre dernier qui avait entraîné la mort de 1170 personnes. Mais depuis, la réponse d'Israël a fait au moins 36 000 morts, dont la majorité sont des civils. D'abord, en quoi Israël défie le droit international? Bien, ça défie le droit international dans la mesure où vous-même vous le reflétez dans votre propos introductif. Entre l'attaque du 7 octobre et la réponse d'Israël, il y a clairement une disproportion. Ce n'est pas pour minimiser ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre. Loin de là, toutes les vies se valent d'une certaine façon, mais on remarque clairement que la réponse d'Israël va au-delà de la simple légitime défense. Parce qu'en droit international, et c'est ce que beaucoup de chancelleries internationales ont tenté de plaider, ou en tout cas en réaction à l'attaque du 7 octobre, on fait valoir, c'est que Israël a un droit légitime de défense. Et c'est bien prévu dans le droit international, c'est prévu à la Charte des Nations Unies, mais c'est un droit qui est très encadré, en ce sens que la réponse doit être immédiate, en situation de défensive, mais tout de suite, on doit faire appel au Conseil de sécurité des Nations Unies qui a la responsabilité de la paix et de la sécurité internationale, pour pouvoir organiser ensuite la réponse beaucoup plus largement dans un concert de nations où il y a des délibérations où on pourrait appliquer la force à ce moment-là de manière beaucoup plus légitime et légale. Alors, ce que fait Israël défie le droit international en ce sens que Israël ne fait rien comme prévoit le droit international en l'occurrence. Donc, il y a clairement une disproportion. Le premier ministre Benjamin Netanyahou affirme qu'il s'agit quand même d'un accident tragique là, dans les derniers bombardements, que son armée visait des hauts responsables du Hamas dans les frappes de dimanche le 26 mai dernier. Est-ce que des zones humanitaires sont censées protéger les civils? Pourquoi ce n'est pas le cas actuellement? Je pense que ça s'inscrit dans une logique offensive d'Israël où il est question d'anéantir le Hamas. Je pense que c'est un peu le discours qui est tenu par le gouvernement Netanyahou, est-ce qu'il faut à tout prix en finir avec le Hamas. Dans cette logique-là, il est clair qu'Israël va vouloir frapper, y compris prétend souvent que certaines installations ou infrastructures civiles servent de bouclier au Hamas. C'est le cas des hôpitaux, c'est le cas des camps de réfugiés, et donc à ce moment-là, Israël fait le choix de frapper. Il ne peut pas s'excuser, d'après moi, qu'il s'agit uniquement de dégâts collatéraux. Parce que les règles du droit international humanitaire, du droit de la guerre, de comment on doit mener une guerre, si tant est qu'on ait le droit de la mener, est assez clair là-dessus. Lorsque vous êtes en présence d'une cible qui présente les caractéristiques d'une cible civile, comme un camp de réfugiés, comme un hôpital, mais vous n'avez pas le droit de frapper une telle cible. Alors, Israël peut bien s'excuser après coup, mais reste que le mal est fait, et c'est un geste qui est évidemment condamnable. Est-ce qu'on sent un changement de ton dans la réponse internationale par rapport à ce conflit-là actuellement? Je perçois effectivement qu'il y a un tournant depuis que la communauté internationale a réalisé que le Premier ministre israélien est inarrêtable dans sa logique.
Ceux qui soutenaient par le passé un droit légitime d'Israël de se défendre, un peu comme on l'a vu avec en 2001 avec l'attaque de l'Afghanistan par les États-Unis, après les attaques du 11 septembre, etc., ne peuvent plus soutenir, et c'est difficile à soutenir lorsqu'on voit à la télévision, lorsqu'on voit que les civils sont visés et ciblés dans la riposte d'Israël. Ça devient insoutenable et en quelque sorte, soutenir et continuer de maintenir son soutien à Israël dans ces circonstances viendrait en quelque sorte à se rendre complice des crimes qui sont commis en ce moment dans la bande de Gaza. Mais c'est quoi nos leviers sur le plan du droit international pour stopper justement qu'il y ait autant de civils qui meurent dans ce conflit-là? Évidemment, il faut rappeler que ce droit international existe et qu'il s'applique à tout le monde et que ce qu'Israël fait ne peut pas être exonéré en vertu du droit international, même si Israël considère qu'il est dans son droit de légitime défense. Il n'y a pas un droit de légitime défense qui est absolu. Alors, ce n'est pas vrai qu'Israël peut continuer d'adopter cette logique radicale d'une éradication à tout prix du Hamas. Donc, il faut déjà rappeler que Israël est soumis au droit international parce qu'Israël fait partie du concert des nations, on ne peut pas s'en extirper, en tout cas pas au regard de ces types de normes de droit international, celles qui protègent les droits de la personne. Elles sont des normes qui s'appliquent à tous les États de la communauté internationale. Évidemment, les leviers pour en assurer du respect, ce serait continuer de maintenir la pression sur Israël. J'entends ici la pression de tous bords. On voit les pressions politiques, mais on voit aussi les actions judiciaires d'un État comme l'Afrique du Sud, notamment. Justement, comment la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice peuvent intervenir dans des cas spécifiques comme celui-là? Oui. Pour la Cour internationale de justice, c'est une cour qui a un caractère interétatique, en ce sens que n'y sont partis que les États, en tant que personne morale de droit public international. Donc, c'est pour ça que vous voyez d'ailleurs que c'est l'Afrique du Sud qui dépose cette requête au niveau de la Cour internationale de justice pour alléguer la violation de la Convention sur le génocide contre un autre État. Donc, devant la Cour internationale de justice, il faut saisir un État contre un autre État. Donc, c'est une affaire interétatique, en ce sens que ce n'est pas clairement une affaire contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou en tant que tel, mais on poursuit l'État d'Israël, sa responsabilité. Les États, en tant qu'entité morale, ont des obligations en vertu du droit international. C'est les premiers débiteurs des obligations du droit international, et c'est pour cela que la poursuite de l'Afrique du Sud vise à ce que Israël reconnaisse sa responsabilité et ensuite répare les torts qui sont causés. Pour la Cour pénale internationale, donc la réparation qui serait ordonnée à Israël serait une réparation imposée à l'État d'Israël ou des obligations réaffirmées à l'égard de l'État d'Israël de manière plus générale. Alors que dans le cas de la Cour pénale internationale, la Cour pénale ne poursuit que des personnes, les individus, donc les personnes physiques, pour leur responsabilité dans des crimes qui sont commis. Donc, il faut vraiment que les événements, les faits puissent être caractérisés et définis comme un crime en droit international. Et les crimes les plus connus, les plus importants en droit pénal international, c'est le crime de guerre, crime de génocide, crime contre l'humanité, et d'autres crimes de torture, d'esclavage, etc. Mais en l'occurrence, ici, on a affaire, dans un contexte de conflit armé, à des crimes de guerre principalement. Évidemment, il y a des allégations de génocide. Ça restera à prouver devant la Cour pénale internationale ou la Cour internationale de justice. Et si Israël était accusé et reconnu coupable de crimes de guerre, ce serait quoi les conséquences pour le pays? Normalement, en droit international, les autres États ne sont pas supposés prêter leur concours à la commission des crimes graves du droit international. Vous voyez un peu l'attitude des États-Unis qui devient de plus en plus méfiante par rapport à l'aide qui peut être apportée à Israël. Alors, je crois, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement Trudeau a pris une décision qui m'apparaît assez sage en vertu du droit international, c'est de réserver un peu sa position par rapport à l'aide qui peut être apportée à Israël. Parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza, continuer de soutenir militairement, politiquement,
l'État d'Israël, c'est un peu, en quelque sorte, se rendre complice de ces crimes qui sont commis. C'est le premier impact que devrait avoir cette décision. S'il y a une décision de la Cour internationale de justice, il faut savoir essentiellement qu'en droit international, c'est un système qui repose sur la bonne foi et la bonne volonté des États d'honorer leurs engagements qu'ils ont contractés, auxquels ils sont soumis. Et à ce titre-là, Israël est soumis au droit international et doit pouvoir respecter le droit international. Et à défaut de le faire dans des cas les plus extrêmes, et je crois qu'on est réellement dans un cas extrême ici, c'est-à-dire que l'attitude d'Israël constitue pour moi une situation qui menace clairement la paix et la sécurité internationale. Et dans des cas extrêmes comme ceux-là, le Conseil de sécurité peut intervenir militairement lorsque les moyens diplomatiques ont échoué. Alors la question, est-ce que le Conseil de sécurité va le faire, étant donné qu'il y a des alliés d'Israël au sein de ce Conseil de sécurité, c'est une autre question. Le procureur de la Cour pénale internationale, lui, a demandé un mandat d'arrêt international envers Benjamin Netanyahou, mais aussi d'autres membres, dont des membres du Hamas. C'est quoi les prochaines étapes avant qu'on puisse avoir ce mandat d'arrêt-là? Puis qu'est-ce que ça l'implique également? Alors, je crois savoir que le bureau du procureur a eu une expertise, un groupe d'experts qui a émis un avis favorable à l'émission de mandats d'arrêt internationaux contre les deux parties au conflit, ce qui m'apparaît clairement justifié au regard de ce qu'on a comme connaissance des faits. Mais maintenant, quelles sont les prochaines étapes? Il faudrait que les mandats d'arrêt et leur émission soient confirmés par une chambre préliminaire de la Cour pénale internationale. Les prochaines étapes après l'émission du mandat, c'est leur exécution. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on appréhende les personnes qui sont visées, dont le Premier ministre Netanyahou. Qui va les appréhender? Ce sont les autres États membres de la communauté internationale et surtout membres de la Cour pénale internationale ou tout autre État qui voudrait prêter son concours à la réalisation des objectifs de la Cour pénale internationale pourrait procéder à l'arrestation des personnes visées par ces mandats. Puis l'arrestation se ferait sur leur territoire, si par exemple il était... Tout à fait. S'il était en déplacement à l'étranger, dans un pays qui est parti au statut de la Cour pénale internationale ou qui est désireux de collaborer ou de coopérer avec la Cour pénale internationale, oui, ce pays-là pourrait procéder à l'arrestation et au transfert à La Haye, qui est le siège de la Cour pénale internationale. Mais tout ça semble basé un peu sur le bon vouloir là, des États membres, mais aussi de l'État d'Israël, en fait. Oui, tout à fait. Il faut savoir que l'État d'Israël n'est pas parti au statut de la Cour pénale internationale, mais ça ne l'exonère pas, ou ça n'exonère pas leurs ressortissants de pouvoir être l'objet de poursuites par la Cour pénale internationale, pour une simple et bonne raison que lorsque vous n'êtes pas ressortissant d'un État qui est parti à la Cour, mais que vous commettez des crimes sur le territoire d'un État qui est parti à la Cour pénale internationale, vous pouvez être poursuivi devant la Cour pénale internationale. Alors, pour la Cour pénale internationale, la Palestine est un État. Et à ce titre-là, les crimes qui sont commis à Gaza constituent des crimes commis sur le territoire d'un État. Et donc, sur cette base, la Cour pénale internationale peut exercer des poursuites. À supposer qu'il se trouve, par exemple, dans la bande de Gaza et qu'il est appréhendé, enfin, je veux dire, c'est un scénario que j'aimais, il pourrait tout à fait être remis à la Cour pénale internationale par un État tiers qui est volontaire de le faire, évidemment. Dans l'histoire récente, est-ce que c'est la première fois que les attaques d'un pays qui se dit démocratique ciblent directement des réfugiés? Ce n'est pas assez usuel de voir, dans le contexte d'un conflit armé, des civils être visés aussi clairement que le démontre le cas du conflit israélo-palestinien de ces récents jours, depuis les attaques du 7 octobre. À ma connaissance, évidemment, dans des contextes de conflit en Afghanistan, en Irak, des puissances occidentales, étrangères, ont été accusées d'être impliquées dans la commission des crimes graves, des crimes aussi odieux que ceux qui sont commis par Israël, notamment des crimes de guerre, mais très souvent dans un contexte beaucoup plus flou, mais ici on voit qu'il y a une volonté de déloger
le Hamas à tout prix, ce qui parfois conduit à des amalgames avec la population civile. Par exemple, aujourd'hui, si vous êtes membre de la population civile et que vous voulez sortir de Gaza, vous êtes fait l'objet d'un screening aussi complexe que si vous étiez un criminel par l'État d'Israël. Donc, il y a véritablement un amalgame et c'est pour la première fois que c'est aussi visible aux yeux du monde ce qui se passe en Israël. C'est quoi les limites, normalement, que les pays occidentaux s'imposent dans un conflit comme celui-là? L'histoire nous montre que les limites qui s'imposent ne sont que celles qu'ils veulent bien s'imposer dans des conflits comme ceux-là. Parce que, évidemment, les crimes qui sont commis en Israël, ce n'est pas le premier État occidental qui commet de tels crimes ou qui peut se faire reprocher de tels crimes. Avez-vous des exemples? Enfin, on a reproché aux États-Unis des crimes en Irak, en Afghanistan, en tout cas la coalition internationale. On leur reproche des crimes dans d'autres contextes aussi, de conflits armés en Afrique ou ailleurs dans le monde. Ça n'a pas toujours l'ampleur ni l'éclat de ce qu'on peut voir en Palestine et en Israël, qui est aussi un conflit qui est très chargé d'histoire et autre chose, mais c'est souvent aussi des crimes aussi graves que ce qu'on peut voir. C'est à quoi on assiste en ce moment. Alors donc, les pays occidentaux n'ont parfois que leur propre jugement pour s'imposer des limites, compte tenu de la faiblesse du droit international qui repose sur leur bonne volonté. Alors c'est une bonne volonté qui est appliquée parfois à géométrie variable et c'est ce qui est malheureusement déplorable. Est-ce qu'on voit des fois des États qui décident d'user de leur bonne volonté justement et de se soumettre à la justice du droit international ou c'est assez rare? Disons que globalement, si j'adopte une perspective qui est celle des réalistes, on va constater effectivement qu'il y a très peu d'États occidentaux qui vont être soumis à la justice internationale dans des cas comme ceux-là. Il faut se dire que, évidemment, ce qu'on voit aujourd'hui dans les médias, dans le contexte du conflit israélo-palestinien, c'est une dimension du droit international. Le droit international est beaucoup plus large. Hein. Il y a le droit international économique, il y a le droit international à d'autres aspects qui sont des normes parfois assez bien respectées par l'ensemble des États de la communauté internationale. Disons que le problème se pose encore en matière de recours à la force. Alors, si vous êtes des États puissants qui avaient une logique selon laquelle la force prime le droit, évidemment, ils ne vont pas se soumettre au droit dans des contextes qui sont ceux de l'usage et de l'emploi de la force armée. Ça vaut pour les États-Unis comme les autres puissances occidentales, la Grande-Bretagne, la France, et j'en passe, Israël. Donc, c'est l'expression de cette situation que le droit international connaît aujourd'hui. Parce que le droit international n'a pas une force qui est supérieure à ces États qui sont puissants pour pouvoir imposer le respect du droit international. C'est une mission qui est confiée au Conseil de sécurité, mais le Conseil de sécurité est fait lui-même des mêmes États qui parfois abusent et violent impunément le droit international. En ce qui concerne la responsabilité individuelle, c'est-à-dire des personnes physiques, comme dans le cas des mandats d'arrêt qui sont émis par la Cour pénale internationale, l'analyse peut être relativement nuancée, mais si on observe sur le long cours de l'histoire, on peut se dire que la plupart du temps, les ressortissants des pays les plus puissants réussissent toujours à échapper à la justice pénale internationale, même si tout au long de l'histoire, il y a eu des tentatives avec des réussites parfois mitigées. D'abord, historiquement, on a eu, à la fin de la Première Guerre mondiale, une première tentative de juger, par exemple, l'empereur allemand Guillaume II, tentative qui a échoué simplement parce qu'il avait trouvé exil aux Pays-Bas auprès de son cousin et que la communauté internationale n'a pas poursuivi dans cette logique. Après, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale où, parmi les gens poursuivis à Nuremberg, c'était les hauts dirigeants allemands qui avaient organisé et orchestré la guerre et mené la guerre en 39-45
Si vous revenez un peu plus près dans l'histoire, vous avez le génocide au Rwanda, des premiers ministres, des ministres, des membres du gouvernement rwandais ont été jugés. Et puis vous avez en ex-Yougoslavie, Slobodan Milosevic, qui était président de la Serbie, avait été appréhendé et transféré à la Cour, au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Tandis que Charles Taylor, en Afrique, avait été, alors qu'il avait trouvé exil au Nigeria, avait été renvoyé vers le tribunal spécial pour la Sierra Leone pour être jugé. Donc, vous avez plus récemment le président soudanais al-Bashir qui avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt international à la Cour pénale internationale qui n'a pas été exécuté. Vous avez le président Poutine qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international qui n'est pas exécuté. Donc, vous voyez que les fortunes sont diverses et parfois, il faut une convergence de circonstances qui ne sont pas nécessairement des choses qui relèvent de la prévisibilité que l'on voudrait retrouver dans l'application des normes du droit international, c'est-à-dire que des circonstances identiques doivent être jugées de la même façon et punies de la même façon. Donc, c'est difficile d'établir des scénarios pour ce qui va se passer, pour la suite des choses. Hein. Très difficile d'anticiper ce qui va se passer. Il n'y a que l'histoire pour nous faire mentir, parce que de ce que je viens de vous relater, vous constaterez que, évidemment, seule l'histoire nous dira si Poutine sera un jour poursuivi par la Cour pénale internationale, effectivement, ou si le Premier ministre israélien le sera. Tout dépend de l'évolution aussi de la situation politique en Israël, de la situation politique en Russie, dans de divers contextes et autres. Est-ce qu'il continuera d'être soutenu par les puissances occidentales et jusqu'où? Alain Guy Tachou-Sipo, merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Merci de l'invitation.